Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sofiane, alias Sofoodie, sur les réseaux sociaux. Il nous partage son expertise autour de l'alimentation et du bien-être. Moi, j'aime bien voir ma journée en me disant je vais gagner des points de santé aujourd'hui. Qui ne veut pas vivre en bonne santé? Qui ne veut pas vivre longtemps? Soyons honnêtes. Gagner des points de santé dans un monde où tout va toujours plus vite. Dans un monde où on est super entouré, super bombardé de malbouffe, la manière de lutter contre ça, c'est de gagner en conscience quant à la santé, à apprendre ou réapprendre à cuisiner. Finalement, c'est l'une des capacités les plus importantes dans la vie. Sofiane nous partage aussi les 3 grandes menaces de l'inflammation dans l'alimentation, son assiette parfaite lors d'un repas et nous questionne sur des sujets comme le véganisme, les produits laitiers et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. Plein de gens vont souvent associer l'inflammation à que l'alimentation. Mais ça peut être comment tu manges, comment tu penses, comment tu bouges. Un épisode pour apprendre à mieux vivre au quotidien. La passion est guérison. Lorsque t'es dans ta passion, t'es dans la signature de ta fréquence d'authenticité. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, ton vrai toi, il est dans ta passion. Se connecter à son feu sacré, à son essence. Et Sofiane nous parle aussi de son expérience spirituelle. Fin d'année dernière, j'ai été très loin dans mes pratiques spirituelles et j'ai touché à des trucs très profonds. Un épisode Good Vibes pour t'inspirer à oser prendre en main ton alimentation et ton état d'esprit. Je tiens à remercier également l'hôtel M Social Opéra Paris de nous avoir accueillis. Et n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide grandement ce podcast à grandir et à avoir toujours des invités les plus inspirants les uns que les autres. Ton aide est absolument précieuse. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Sofiane. Salut Nico. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va très bien, toujours très excité de partager mon message, de découvrir quelqu'un, de répondre à des questions, c'est une passion. Tu vas voir, j'en ai plein. Ton livre m'a beaucoup inspiré, ma routine anti-inflammatoire. Je la montre là à la caméra, et si vous êtes sur les plateformes d'écoute, de toute façon dans la description, il y a le livre pour aller plus loin. C'est un livre qui est génial parce qu'il est ludique. Je trouve qu'on apprend des choses, il est facile à lire, et il y a plein de recettes qui sont hyper intéressantes, et qui moi m'ont questionner. On va rentrer dans... Moi j'ai beaucoup de questions, de toute façon on va parler évidemment d'alimentation, de nourriture, de changement, de comment on peut mieux manger aujourd'hui. Si là tu débarques à une soirée et il y a mes potes qui sont là et qui te demandent mais qu'est-ce que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui? C'est l'une des questions les plus difficiles quand on demande qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Ouais. À chaque fois qu'on me la pose, j'ai besoin de me poser quelques secondes pour dire mais qu'est-ce que je suis censé dire? Pour la simple et bonne raison qu'on aime bien se présenter à travers un statut, on aime bien se présenter par rapport à ce qu'on fait. Et moi j'aime bien me présenter par rapport à qui je suis. Ouais. Donc ce que je dirais c'est que déjà je m'appelle Sofiane. Et que je suis passionné de plein de choses, passionné de danse, mais je suis aussi passionné de partager mon message et de permettre aux gens de gagner en conscience par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation, par rapport à la conscience aussi, à s'éveiller, on va dire, de vivre de manière plus consciente aussi. Et, mais ouais, ça peut être très vague. Je pense que je m'adapterai, ça dépend où je suis. Ouais. C'est drôle, j'ai beaucoup de gens dans mon podcast qui répondent un peu comme toi, il y a un côté mal à l'aise parce que je pense que c'est des métiers qui sont pas classiques et que c'est souvent incarner des messages. Et quand on incarne des messages, on ne rentre pas dans le moule quelque part parce qu'on touche à tout en plus, on essaye, on tente des projets. Exactement. T'es sur Instagram, t'écris des livres. Puis où seras-tu dans un an? C'est une très bonne question. Tu vois, c'est plein de questionnements. Ouais. Avant d'aller un peu plus dans ton parcours, j'ai une question. Et si au lieu de parler de routine anti-inflammatoire, on parlait d'une routine 100% inflammatoire, ça ressemblerait à quoi? C'est une bonne question. Alors déjà, pour moi, le sujet de l'inflammation, j'aimerais qu'on le déconnecte de le voir uniquement d'un côté alimentation. Moi, je parle pas d'alimentation anti-inflammatoire, je parle de mode de vie anti-inflammatoire. Ouais. Donc, je préfère déjà poser ce cadre parce que plein de gens vont souvent très associer l'inflammation à que l'alimentation. Ouais. Mais ça peut être comment tu manges, comment tu penses, comment tu bouges. Donc, pour moi, une routine inflammatoire, ce serait déjà un très mauvais sommeil. Ouais.
D'accord, c'est-à-dire que potentiellement tu te couches très tard, tu te réveilles potentiellement, enfin tu as un sommeil très court et de mauvaise qualité. Dès le matin, tu vas potentiellement t'envoyer une bombe de sucre. Ouais. Alors ça peut être par un petit déjeuner comme on a eu quand on était petit, hein, les classiques Kellogg's avec du lait, ou se tourner directement vers des glucides très raffinés, ce qui est très culturel français. Désolé, mais croissants, pâtisseries, baguettes blanches. Là, on serait sur un petit déjeuner plutôt inflammatoire. Ensuite, le classique, être pressé, donc pas très bien respirer, manger très rapidement, partir au boulot, pas avoir eu un moment de tranquille, c'est le matin, je prends quelques respirations, je me connecte à moi, est-ce que ça va? Voilà, déjà d'être dans une dynamique plus lente. Ouais. Sauf qu'on est très stressé, stress, inflammation. Donc on a déjà sommeil et stress, et alimentation très sucrée, très riche en glucides. Ensuite, voilà, au cours de la journée, on va potentiellement beaucoup grignoter. Ouais. Ou moi, c'est un truc que j'ai commencé à changer. J'ai vu une belle différence, c'est qu'au lieu d'avoir, je sais pas, avant, j'étais facile à pas des repas, mais je mangeais 4, 5, 6 fois par jour. Là, je vais manger 2 à 3 fois par jour. Et je vais, le moins on mange, parfois le mieux c'est. Le plus on laisse au système digestif de se reposer, le moins la glycémie est sollicitée. Et de plus l'inflammation est contrôlée. Ouais. Donc voilà, je dirais les trois grandes menaces de l'inflammation: sommeil, stress et alimentation plutôt transformée, riche en glucides. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez compris, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas Ça, faire. c'est sûr. C'est ce qu'il faut limiter. C'est ce qu'il faut limiter. Parce qu'on reste humain. Oui, c'est la vérité. On reste humain. Je vais, pourquoi pas, manger un croissant le samedi ou le dimanche et être un peu moins rigide, un peu moins dans le contrôle, peut-être. Ça fait partie aussi d'être humain. Mais moi, j'aime bien voir ma journée en me disant je vais gagner des points de santé aujourd'hui. Je gamifie un peu ma journée en me disant je vais gagner des points de santé aujourd'hui. Et en fait, l'idée dans la vie, c'est que qui ne veut pas vivre en bonne santé? Qui ne veut pas vivre longtemps? Soyons honnêtes. Oui. Et la réponse est assez relativement évidente. Hein, elle est très évidente, mais pourtant, il y a on est beaucoup dans nos journées à finalement perdre des points de santé volontairement. Ou, je sais pas, moi là, je vis plus à Paris et ça m'a étonné quand même de bon matin de déjà voir autant de gens fumer des cigarettes. Et je suis en mode, ok, là, t'es en train de perdre des points de vie, mon coco. Tu vois, c'est très paradoxal. Ouais. Quelles sont pour toi les pires erreurs alimentaires qu'on pense bonnes pour la santé? Déjà, pour moi, il y a beaucoup de mauvaises croyances par rapport aux formes de jeûne. C'est-à-dire les formes de restrictions alimentaires, dans le fait de manger moins, dans le fait de garder une fenêtre sans manger, où on nous a bombardé sur le fait que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, tellement matraqué que c'est devenu une croyance très rigide. Je ne dis pas que pour certaines personnes, ça ne fait pas de sens, ça peut faire du sens pour certaines personnes. Ce n'est peut-être pas le but de jeûner absolument tous les jours. Je ne jeûne d'ailleurs pas tous les jours, mais j'essaye de assez souvent jeûner. Ouais. Et pour moi, c'est l'une des solutions les plus simples, l'une des astuces les plus simples, qui a de nombreux avantages pour la santé, que ce soit au niveau glycémie, au niveau du repos digestif, au niveau de la concentration, au niveau de gagner même en conscience alimentaire, dans un monde où on vit dans une abondance et que c'est trop facile de toujours trop manger. Donc je dirais déjà ça. En deux, celle-là, elle peut être un peu dure à recevoir, c'est qu'un avis à moi, c'est de croire que la santé se trouve dans le 100% végétal ou dans le 100% vegan. Et personnellement, encore une fois, pour moi, de tout ce que j'ai essayé, il faut savoir que ça fait 8-9 ans que je suis dans l'alimentation en train d'essayer plein de choses. J'ai essayé énormément d'alimentation, énormément de formes de jeûne. Et j'ai essayé du végétal pur, du vegan. Et pour moi, j'ai vu des limites.
j'ai eu des moments où je me sentais bien et à un moment je tape un mur et je sens que là dans mon corps ça va pas du tout et que l'inflammation augmente de nouveau. Ouais. Et en réintroduisant des produits animaux de qualité, je sens que là mon corps est de nouveau en harmonie, je peux voir l'inflammation descendre. Donc moi ça reviendrait plus à écoutez-vous plutôt que d'écouter les dogmes, parce qu'on a des dogmes véganes, on a des dogmes du végétarien, on a des dogmes du carnivore maintenant qui te disent manger que de la viande. Donc en fait c'est plus s'écouter, expérimenter, il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a forcément une vérité à nous qui nous convient, et elle ne répond pas toujours à des dogmes. J'adore ce point-là parce que je suis à la base végétarien. Ok. Et je me rends compte que de plus en plus je suis flexitarien et qu'en fait je m'écoute davantage et que oui, la protection animale pour moi fait sens, le bien-être animal fait sens, mais finalement bien manger de la viande une fois tous les 4 mois, tous les 3 mois, c'est pas si grave. Si elle est bien choisie. Ouais, bien sûr. C'est toujours ça. Ça peut être la viande, ça peut être même réintroduire des œufs. Moi, j'ai entendu énormément de véganes qui ont juste réintroduit des œufs et se sont sentis mieux. Ou quelques poissons gras. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de ta situation et de ton contexte. Mais pour moi, il y a eu ce grand phénomène à un moment, le véganisme peut résoudre le diabète, les maladies chroniques, les maladies auto-immunes, comme si c'était la réponse à tout. Ouais. Et ça a aussi, enfin, je n'ai pas envie de dire détruire, mais ça a emmené beaucoup de gens aussi sur des mauvaises pistes ou détériorer plusieurs personnes. Et moi, je veux juste mettre en garde sur ça, plutôt qu'il n'y a pas en fait d'alimentation miracle, mais que finalement, si on a des aliments vrais, de qualité, que ce soit animal, végétal, et qu'on est à l'écoute de son corps, on peut venir tirer sur des cordes pour aller mieux. Ouais. Et il y a le côté cyclique aussi. Moi, je suis arrivé à un niveau où je suis tellement en conscience de mon corps qu'en été, je sens que mon corps va me demander beaucoup de crus, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et pour le coup, pas spécialement de produits animaux, ou très peu. Et ça, je l'écoute l'été, et je suis revenu en hiver, et là, j'ai de nouveau ressenti l'envie de « Ah ok, là, j'ai pas envie de crus ». En même temps, c'est logique. Ouais. On est en hiver, notre température baisse, on a besoin d'aliments plus chauds, le feu digestif, il est différent, on a besoin de quelque chose de plus lourd, de plus consistant, et aussi de différentes vitamines et de différents minéraux. Et je me tourne aussi, dès que je sens ces appels, je me tourne vers ces aliments. Aujourd'hui, l'alimentation, comme tu l'as dit, tu as travaillé sur toi, il y a une vraie conscience en tout cas de l'alimentation. D'où tu viens pour que l'alimentation soit devenue aussi primordiale, enfin aussi centrale dans ta vie? Ben, j'ai pas toujours été comme ça, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Je viens d'un monde. Je mangeais 3-4 fast-food par semaine quand j'étais adolescent, quand j'étais étudiant, pareil, je mangeais très transformé, beaucoup de frites. On a du mal à le croire comme ça. On a du mal à le croire, hein. Mais c'est assez fascinant comment est la vie, parce que une version qu'on était avant et la version qu'on est maintenant, on peut parfois se dire mais qui j'étais, quoi. Qui j'étais pour agir comme ça. Ça me paraît dingue, même l'époque où je buvais de l'alcool et que je fumais. En fait, maintenant, je le vois comme du pur auto-sabotage, parce que je le faisais dans des manières démesurées parfois. Maintenant, ça me paraît assez dingue. Et moi, mon wake-up call, hein, comme on dit en anglais, où j'ai pris un grand tournant, c'est quand j'ai eu un diagnostic de maladie auto-immune. En 2015, on m'a diagnostiqué de la sclérose en plaques. Ouais. Et sur le coup, il y a très clairement le ciel qui nous tombe sur la tête. Et j'ai passé les premières années dans une forme de déni, et puis je me suis totalement remis à l'hôpital, en fait, où j'écoutais mon docteur qui m'a prescrit des médicaments, et en fait je me suis totalement remis, j'ai mis vraiment ma santé dans les mains de l'hôpital public et de la médecine moderne, jusqu'à voir les limites de cette médecine moderne. Effets secondaires de médicaments terribles,
Parfois, je me sentais pas forcément bien. Voilà, la maladie auto-immune, c'est des vraies montagnes russes. Et à un moment, j'ai commencé à me renseigner. En fait, je me suis dit, par pure logique, une maladie auto-immune, c'est une défaillance du système immunitaire. Ouais. Et j'ai toujours cru, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça m'est venu, mais je me suis toujours dit, avec l'alimentation et le mode de vie, qui sont finalement de l'information. C'est là où j'ai eu une grosse transition, c'est que quand j'ai compris que la nourriture, et pas que la nourriture, mais nos pensées, la manière dont bougeait notre corps, la nourriture était de l'information pour nos cellules. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une chance que je puisse améliorer ma santé, ma situation et donner la bonne information à mes cellules pour justement renforcer mon système immunitaire. Et là, j'ai commencé à aller profondément dans mes recherches, à lire beaucoup de livres, à écouter beaucoup de podcasts, à me former, à vraiment essayer plein de formes de diète, d'alimentation, d'expérimenter, d'explorer. J'ai exploré des supplémentations différentes, j'ai exploré des jeûnes longs de 4-5 jours, des cures de jus, des protocoles. Enfin, je suis parti en mode exploration. Ouais. Et t'as eu des résultats ? Et j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats qui font qu'aujourd'hui, maintenant tout de suite, ça fait, je pense maintenant 2 ans que j'ai plus de traitement, que je suis sorti des traitements de la médecine moderne, que finalement je suis à 100% d'énergie. Je suis à 100% d'énergie, j'ai de la clarté mentale, j'ai une inflammation qui est maîtrisée. J'ai trouvé ma mission de vie au passage. Tant qu'à faire. Tous faire. les bénéfices finalement que tu as eu. En fait, c'est souvent, je le réalise même avec ce podcast, c'est que ce qui nous arrive, j'enfonce une porte ouverte, mais les épreuves par lesquelles on passe peuvent être des révélateurs de qui on est et de qui on va devenir sur un chemin qui peut s'appeler être la mission de vie. Bien sûr. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète et que je me répète beaucoup, c'est « Dans la vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. » Et c'est là où parfois l'esprit humain est difficile et peut nous piéger. C'est qu'en fait, quand j'ai eu ce diagnostic, pour simplifier, même si j'aime pas trop la binarité, j'avais 2 options. Option 1, rentrer dans une forme de victimisation et d'auto-sabotage, ce qui ne m'aurait pas servi à moi et ce qui n'aurait pas servi au monde non plus. Ça, c'était l'option 1, que j'avais commencé à prendre, parce que quand on est jeune et inconscient, et parfois, je devais passer par ce chemin au début, parce que c'était trop lourd. J'avais pas l'esprit, j'avais pas la force, j'avais pas le niveau de conscience pour transformer encore à ce moment-là. Et après quelques années, je me suis dit, ok, et si je transformais ça, et si j'utilisais ça pour me transformer, ce que j'ai fait, et après quand j'ai transformé ça, je me suis dit, et si aujourd'hui, je partageais ma transformation pour inspirer les autres à se transformer et finalement devenir quelqu'un qui véhicule un message sur la santé, qui aide à prendre conscience sur la santé. Et en fait, c'est ce que je veux incarner. En fait, si tu veux, je n'ai rien inventé dans tout ce qui est du monde anti-inflammatoire. Ouais. Et mon message, il va beaucoup plus loin que ça, parce que tous les conseils que je donne sur mon Instagram, sur le mode de vie anti-inflammatoire, ils existent déjà. Ouais. J'ai rien inventé. Mais moi, c'est la philosophie que j'attache derrière qui me touche plus que tout. Et c'est là où je veux être un message, je veux être un messager. On est un messager par la philosophie qu'on attache à nos messages, en fait. Et pour moi, c'est prenez conscience déjà que de la chance qu'on a d'avoir la santé, c'est incroyable, c'est la chose la plus précieuse. Il y a des gens aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qui sont à l'hôpital, qui donneraient tout pour être dans un métro parisien et aller au travail et voir leurs collègues. Pour autant,
il y a une personne qui est dans le métro, qui va voir ses collègues et qui est déprimée. Donc c'est juste pour mettre en perspective. Deuxièmement, on a les clés pour prendre le contrôle de notre santé, en fait. On a les clés. Elle n'est pas que dans les médecines modernes, elle est partiellement dans la médecine moderne. Justement, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Mais on a le contrôle. On a le contrôle et c'est nos choix individuels de tous les jours. C'est les points qu'on va marquer tous les jours qui vont faire qu'on est en bonne santé, qu'on va vivre potentiellement plus longtemps, qu'on vivra mieux. Parce que quand on est en bonne santé, il y a toutes les dimensions de notre vie, professionnelle, relationnelle, voilà. Oui, il y a tout qui s'aligne plus facilement. Ça fait énormément sens ce que tu dis là, parce que je me rends compte que j'ai vécu 9 ans avec un mec qui savait cuisiner. C'est-à-dire qu'il cuisinait très très bien, il avait fait des études en cuisine avant d'aller dans l'hôtellerie de luxe, donc il avait en tout cas du goût pour les bons restos, pour la bonne nourriture, pour les produits non transformés, et j'ai donc vécu 9 ans avec quelqu'un qui me faisait à manger, qui m'a appris d'ailleurs à bien manger, et donc j'ai mangé très sainement pendant 9 ans, très très sainement. Et on m'a souvent dit « Ah, tu fais plus jeune que ton âge, je me sens en pleine forme, je fais du sport ». Mais c'est vrai que mes 9 dernières années, je vivais idéalement quelque part. J'avais très peu d'à côté qui ne rentraient pas dans cette case de manger sain. Et depuis ma séparation il y a 1 an et demi, il a fallu réapprendre. Sauf que moi, cuisiner, c'est pas mon truc. Et donc, je suis retombé dans des anciennes habitudes. Mais c'est petit à petit. J'essaye de faire bien. Mais en fait, je me rends compte que quand le moral va pas, je vais acheter des gâteaux, je vais acheter des produits transformés que je réchauffe rapidement parce que je n'ai jamais le temps. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui m'aide à être sur ce chemin. Et il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais si tu es en pleine forme, si tu fais plus jeune que ton âge, si tout ça, c'est un résultat de tes choix. Mais si là, depuis 1 an et demi, tu fais de la merde, qui je vais devenir dans 5 ans? Et donc là, il y a eu ce déclic. C'est à ce moment-là que notre interview a été planifiée. C'est à ce moment-là que j'ai reçu ton livre. C'est à ce moment-là que j'ai vu préface de Coralie Costi, diététicienne nutritionniste. Et donc, je suis allé la voir vendredi dernier. Génial. Et j'ai eu vraiment ce truc de, en voyant ton livre, en lisant la préface, en voyant ton histoire, de me dire, mais je peux pas continuer comme ça parce que je suis dans un déni. Je suis dans celui qui a bien mangé pendant 9 ans, qui fait croire qu'il mange encore bien et qui fait la morale aux gens qui mangent mal. Ouais, mais il y a plus d'alcool, il y a eu des McDo, avant j'en mangeais 1 par an. Ça devenait 3 tous les 6 mois, 4 tous les 6 mois. Et là, tu vois, j'ai eu ce déclic en tout cas. J'ai envie de rebondir sur un truc par rapport à ce que tu dis, parce que là, ça vient de m'éveiller quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et alors, en effet, t'as eu le problème d'avoir quelque part sous-traité. C'est ça, hein, parce qu'en fait, finalement, quand t'avais quelqu'un pendant 9 ans qui cuisinait pour toi, ce qui est génial, mais du coup, t'as sous-traité une capacité de survie. Parce que littéralement, c'est ça, on mange pour survivre. Et donc, t'as sous-traité une capacité ultra importante. Ultra importante. Et ça met en lumière encore une fois, dans un monde où on est super entouré, super bombardé de malbouffe, encore une fois, c'est à des objectifs financiers et on est littéralement matraqué de malbouffe et ça, c'est un peu hors de notre contrôle. Et donc, la manière, parce que j'ai pas envie de pointer du doigt, mais la manière de lutter contre ça, en effet, c'est de comprendre que cuisiner, l'action de cuisiner, c'est une action déjà rebelle pour lutter contre... C'est la meilleure action que tu puisses faire plutôt que pointer du doigt les industries, le pharmaceutique, l'agroalimentaire. La meilleure chose que tu puisses faire individuellement pour toi et tes proches et ta famille, en fait, c'est de gagner en conscience quant à la santé, à apprendre ou réapprendre à cuisiner. C'est
finalement, c'est l'une des capacités les plus importantes dans la vie. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on considère de parfois secondaire, ultra secondaire. C'est ce qui me fait assez halluciner quand je me dis que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie, pour notre bien-être, dans tous les niveaux. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à pas encore en avoir conscience. Et une chose que je veux mettre en avant, qui est super bien, que tu as fait, et qui devrait être plus commun, c'est que, en effet, si tu n'as pas cette capacité à avoir une conscience alimentaire encore, ou ne pas savoir cuisiner, ne pas savoir quel aliment associer, parce que, plein de raisons, l'une des meilleures choses qu'on puisse faire, c'est de se faire aider, en fait, de se faire accompagner, tout comme on irait voir un thérapeute pour des problèmes psychologiques, tout comme on irait voir n'importe quel thérapeute parce qu'on s'est blessé, parce qu'on doit avoir un kiné parfois, on doit avoir un dentiste, on doit avoir un opticien, un ophtalmo, pardon. Si on sent qu'on a un problème, et c'est ok, il faut être aussi honnête avec soi-même, si on voit qu'on a un problème avec l'alimentation, que tout ne va pas bien, qu'on ne mange pas super bien, qu'on se tourne souvent vers des aliments transformés, qu'on ne sait pas cuisiner, et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de suivre, de suivre SoFoodie aussi, mais de se faire aider avec un naturopathe ou un diététicien qui va en fait t'aider à construire des bases, et après, une fois que tu as les bases, toi, tu vas naviguer et trouver ta voie. Mon collègue de taf à France 2, quand je lui ai dit que j'ai été voir Coralie Costi, diététicienne à Paris, comme ça je fais un petit peu de pub aussi pour elle, il me dit, mais tu sais très bien ce qu'il faut manger. Oui, mais en fait, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin quelque part d'aller voir quelqu'un et de lui rendre des comptes. Je remplis mes petits tableaux en ce moment et je me rends compte quand il y a des à côté, je me rends compte quand il y a des automatismes qui sont mauvais. En fait, je mets de la conscience. C'est ce que tu as dit dès le début. C'est mettre de la conscience puisqu'on est tellement en pilote automatique qu'on ne voit même plus quand on est à côté de ses pompes quelque part. Et comme moi, là, je l'ai été ces derniers mois à être dans le déni. Le discours que tu tiens, je le tiens auprès de tout le monde, mais chez moi, les paquets de pitch, de petits lus, de machins, de trucs, dès que ça n'allait pas moralement, bien sûr. Petite question d'ailleurs par rapport à ça, justement par rapport à l'émotionnel. Comment toi tu gères et quels conseils tu peux donner quand émotionnellement on va pas bien, on est triste ou autre, et que justement on a envie d'aller sur des produits potentiellement sucrés, en tout cas transformés, qui fait que ça va nous donner une vitalité sur un court terme, mais qui nous fait du bien. En fait, moi je dirais honnêtement, j'aimerais bien te sortir la formule magique, mais j'aime bien être vrai. S'il y a réellement des problèmes moraux, psychologiques, ça touche toujours à quelque chose de plus profond. Et la vérité, c'est que la meilleure chose à faire, on en revient au point d'avant, c'est de se faire aider. Parce que je pourrais te dire, vas-y, mange une date et du chocolat noir, mais finalement, ça reste du traitement de symptômes. Donc, s'il y a des problèmes qui relèvent plus du psychologique, et c'est vrai que dans l'alimentation, il y a énormément d'émotionnel. La nourriture est très émotionnelle. Et même moi, parfois, je sais que je mange pour combler un certain vide. Ça m'arrive. Mais je vais quand même manger quelque chose de sain. Mais je sais que parfois, je m'observe et je me dis... Là, c'est pas mon signal de faim, c'est juste que je suis peut-être ennuyé ou je suis peut-être un peu frustré par rapport à un truc. Et je mange pour combler ça. Et ça arrive aussi. On mange aussi, finalement, on est des êtres émotionnels et l'alimentation est très connectée à l'émotionnel. C'est quoi pour toi justement la meilleure assiette dans une journée pour les meilleurs aliments pour se sentir bien, c'est quoi? Honnêtement, ça va être toujours une majorité de légumes. Moi, je parle toujours de végé sans modération. Donc, pour moi, ça reste la base de la pyramide, clairement. Et c'est genre des légumes qu'on va prendre pour toi, il y a une importance du bio? Est-ce qu'on peut prendre des légumes surgelés chez Picard? Tu vois, comment tu les prends tes légumes? Pour moi, il y a une importance du bio. Honnêtement, que ce soit au niveau éthique ou autant l'exposition aux pesticides,
Donc il y a clairement bio, local, c'est suivre aussi ce que la nature nous offre au moment où elle nous l'offre. C'est plus aligné, ce sera plus chargé, que ce soit vibratoirement ou en termes de nutriments. Donc bio local, j'entends qu'on ne peut pas tous faire du bio. Si on ne le fait pas, l'idée c'est d'utiliser des techniques de trempage avec du bicarbonate de soude et ou du vinaigre pour éliminer un maximum de pesticides. Ensuite, on peut avoir dans l'assiette, moi ça va être donc majoritairement légumes, il y aura absolument toujours une source de protéines. Ça peut être animal, ça peut être végétal, là chacun ses préférences. Mais c'est primordial d'avoir des protéines parce que c'est ce qui va donner la satiété et ce qui fait qu'on va pas se retrouver justement à grignoter ou à trop manger. Végétal, ça va être quoi? C'est le tofu? Ça va être tout ce qui est du soja, du tofu, ça va être tout ce qui est des légumineuses, pois chiches, lentilles, etc. Majoritairement ça. Après, il y a plein de graines qui sont très riches en protéines aussi. Les graines de chanvre, les graines de citrouille. Et ensuite, moi, je mange aussi une bonne quantité de lipides, les graisses. Donc, l'huile d'olive, le ghee. Il y aura toujours des poissons gras. Pour moi, je mange beaucoup de petits poissons gras comme saumon maquereau. C'est toujours à la maison. Mais justement, maquereau sardine, pardon. C'est Coralie qui m'a conseillé de manger du maquereau. Et j'y ai jamais pensé, en fait. J'y ai jamais pensé. Moi, j'aime bien ce que je dis souvent en nutrition, c'est simple, pratique, simple, agréable et nutritif, par exemple. Pardon. Et pour moi, c'est ce que je suis dans mes assiettes. Et finalement, un maquereau, boum, t'ouvre, super riche en protéines, super riche en bons gras. C'est absolument impeccable pour plein de moments de la journée, en vrai. Ça peut être pour le déjeuner, ça peut être pour le soir. C'est génial. Et aussi, l'huile d'olive dans les lipides. Et ensuite, une bonne source de glucides. Moi, je trouve ça, par contre, un peu... quand je dis glucides, moi, j'évite réellement pâte blanche et riz blanc. C'est des glucides raffinés vers lesquels je me tourne presque pas. C'est très, très rare. Et je me tourne vers des glucides plus complexes comme la pomme de terre, la patate douce... les céréales que je fais tremper, donc le quinoa, le sarrasin. Y a des céréales superbes qu'on peut faire tremper, qu'on cuisine, super rassasiant, plus doux pour la glycémie. Et là, ça nous fait une bonne assiette. Avec un fruit en dessert? Possible. Le chocolat noir. Je te dis ça, j'ai une addiction pour le chocolat noir. Je mange du chocolat noir après tous mes repas et vers 16h, je peux pas m'en empêcher. Oui, c'est une addiction. J'adore ça, 72-75%, mais il y a de la conso, quoi. Chocolat noir, moi je suis pas contre du tout. Je trouve que c'est un très bon aliment. Avec le moins de sucre, le mieux. En vrai, mais ça reste un très bon aliment, quoi, si on parle du chocolat. Pas chocolat au lait, mais un chocolat noir, moi je monterais plus dans les 80-85% pour avoir moins de sucre. Mais très clairement, c'est un très bon aliment. Et qu'est-ce que tu penses, et t'en parles justement, je sais plus comment tu mets ça dans ton livre, les produits laitiers des amis à conserver. Parce que ça, on peut entendre tout et son contraire là-dessus aussi. Dans le sens où je préfère pas diaboliser les produits laitiers. Je les appellerai pas non plus super aliments. Ils ont clairement, c'est pas des aliments dont on a intrinsèquement besoin. Mais ça peut être des aliments. Il peut avoir. J'invite surtout en fait les gens à se tourner plus vers des formes fermentées comme le kéfir ou encore des yaourts de qualité qui vont avoir une certaine fermentation, ou encore des fromages à pâte dure aussi qui vont être fermentés et qui peuvent être intéressants aussi. Encore une fois, ça va dépendre si on est tolérant ou non au lactose ou aux produits laitiers, mais ça peut être des produits intéressants. Ils ne sont pas...
c'est comme on peut pas dire les produits laitiers sont inflammatoires, tout comme on ne peut pas dire la viande est inflammatoire, ça n'a pas de sens. C'est ce que, franchement, le conseil du début de ce podcast, c'est s'écouter. Hein. Encore une fois, Ouais. on voit aussi qu'est-ce qu'on tolère pas, comment on se sent. C'est un épisode avec Major Mouvement que j'ai fait il y a quelques semaines, genre j'ai pu dans les épisodes 80 pour ceux qui veulent écouter. Et il disait, lui, on a le même âge, on a 39 ans, et il disait, à 39 ans, on sait que une soirée pizza, alcool, n'aura pas le même effet que quand t'as 20 ans, et donc, selon avec qui t'es ou ce que t'as prévu de ta soirée, comme il disait, lui, s'il ramène une belle nana, il va faire gaffe à ce qu'il mange parce qu'il sait que sinon il va se retourner le bide, qu'il va se sentir mal, qu'il va se sentir lourd, et que selon qui tu dates ou avec qui tu es, Bien sûr. tu fais attention à ça, quoi. Enfin, t'as quel âge ? 31. 31. Ouais. Donc peut-être que t'es pas encore à voir que ton corps... Très clairement, si je mange une pizza, je sais que je suis à terre. Ah ouais ? Ah mais clairement. J'ai fait le test, j'ai déjà fait le test. Après, ça fait 5 ans maintenant que j'ai majoritairement éliminé le gluten, les sucres raffinés, les aliments ultra transformés. J'ai énormément nettoyé mon corps. Ouais. Donc en fait, la pizza qui est gluten, souvent de pas très bonne qualité, fromage, c'est un gros mélange de différents aliments qui est très dur finalement à la digestion. Il faut aussi voir son corps comme quand tu lui donnes un ensemble d'ingrédients avec un mix de produits laitiers, de glucides de mauvaise qualité, de produits laitiers de pas très bonne qualité, tu lui donnes beaucoup d'informations à traiter, c'est très dur pour le corps. Tu vois, le corps, il aime bien quand, comme tout plein de choses, le moins il y a d'informations à traiter, le plus simple. C'est-à-dire que quand tu as une assiette, moi j'essaye de composer mes assiettes avec des ingrédients, avec pas énormément d'ingrédients. Ouais. Tu vois, je vais déjeuner par exemple 3 œufs avec potentiellement un petit bout de maquereau et de la roquette, basta. Ah ouais, tu vois, c'est un exemple. Ouais, simple. Simple, pour moi, c'est un mot que j'essaye de dupliquer dans plein de dimensions de ma vie, et c'est quelque chose qui marche très souvent. Simplicité. Là, moi, je sais que on pourrait partir sur un sujet, et je pourrais parler pendant des heures de cette simplicité, parce que là, on parle dans l'assiette, mais on pourrait parler dans nos activités, dans ce qu'on consomme. Aujourd'hui, il y a tellement... En fait, on peut tout manger, tout écouter, tout apprendre, tout faire, tout essayer. Il y a tellement de choix que la boulimie n'est pas que dans la nourriture, elle est dans la vie en général. Et trouver une simplicité, je trouve que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui que de rajouter. Ouais. Ben oui, moi j'aime bien dire moins c'est plus. Revenir dans une forme de moins, dans plein de choses dans la vie. De moins d'écran, moins de vitesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi. Et qui fait beaucoup de bien au système nerveux. Dans un monde où on cherche... Enfin, tout va très très vite. Et on a du mal à ralentir. Ouais. Et Dieu merci, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a aidé à ralentir dans la vie. Tranquille. Ouais. Respirer plus lentement. Marcher plus lentement. Parler à quelqu'un plus lentement. Être présent à quelqu'un avec une forme de lenteur, ça n'a pas besoin d'être du tac au tac. Laisser des blancs, laisser du silence, accepter le silence. Sur Instagram, on te voit beaucoup danser aussi. Ah oui, c'est mon langage. Dès que tu m'as dit ça, j'ai eu des frissons directs, c'est dingue. C'est ma passion, c'est ma façon de m'exprimer. J'aime bien dire que c'est le langage de mon âme. Et c'est ma thérapie. C'est l'une de mes plus grandes thérapies. Pourquoi ? Parce qu'à travers la danse, je vais même au-delà de la danse parce que j'essaye de déconstruire la danse et dans le futur, je vais commencer à organiser mes retraites. Faut le savoir, petit teaser. Ouais. Je vais organiser mes retraites où les 3 piliers seront l'alimentation, la danse que je vais renommer le mouvement, l'expression corporelle et le silence. Ce sera les 3 piliers de la retraite. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet de la retraite, je vais rester dans le mouvement. En fait, le mouvement / la danse / l'expression corporelle m'a aidé à guérir parce qu'il y a énormément d'émotions que j'ai refoulées quand j'étais plus jeune. Ouais. J'étais quelqu'un de très timide.
J'étais quelqu'un qui ne savait pas s'imposer. J'étais quelqu'un qui avait peur de s'exprimer. J'étais quelqu'un qui ne savait pas exprimer sa colère et de nombreuses émotions. J'avais quelqu'un qui avait du mal à approcher les filles. Ouais. J'étais quelqu'un qui avait peur du rejet. Toutes ces blessures qui sont finalement très communes. Je pense que tu te reconnais dans peut-être pas mal d'elles et sûrement les auditeurs aussi. On a des blessures tous communes, juste des contextes différents. Et donc, en fait, à travers la danse, quand j'ai commencé le mouvement, quand j'ai commencé à explorer, j'ai commencé à pouvoir m'exprimer, à exprimer au-delà des mots. Ça m'a permis à un moment de débloquer quelque chose et me dire, maintenant, je vais danser dans la rue. Et rentrer dans un état où j'en ai rien à secouer de ce que pensent les gens. Je le fais pour moi et ça me permet de m'exprimer et de montrer que je suis OK avec qui je suis. En fait, c'est ce sentiment que je ressens quand je suis en train de danser à l'extérieur, c'est j'exprime ma liberté et je suis tellement OK avec qui je suis, je me suis tellement accepté, je suis tellement dans l'amour de qui je suis, surtout quand je danse. Je ne dis pas que je le suis tout le temps, mais quand je danse, je suis dans un état de présence et d'amour pour moi qui fait que je suis intouchable, qui fait que je ne pense même pas au jugement parce que finalement quand on s'aime, on ne peut pas se juger ni se sentir jugé. Et après, pour aller encore même plus loin dans la danse, quand j'ai commencé à faire de la danse contact, où je rentre en contact avec des gens, notamment des filles, parfois j'invite des filles à danser, elles me disent non, et en fait, ok, j'accepte le rejet qui est en fait juste un non, qui est ok, qui est une limite, et la vie continue, et en fait, boum, je me retrouve à danser avec quelqu'un d'autre. Et ça m'a permis d'affirmer ma masculinité, une masculinité aussi plus ancrée, parce que quand on danse en tant qu'homme et quand on danse et qu'on veut incarner le masculin, parce qu'on peut être un homme et vouloir incarner le féminin, ce qui est très bien aussi. D'ailleurs, je joue avec les deux polarités. Mais quand je danse avec une fille et que je suis dans mon masculin et que je tiens cette fille, que je la laisse s'exprimer, éclore comme une fleur et lui permettre la possibilité justement d'être encore plus belle, ça me fait rentrer dans une position de masculin qui est super agréable, qui m'a fait renouer avec des parties de moi où avant j'étais dans un masculin très timide, très réservé, qui avait peur de s'exprimer, et maintenant c'est je suis là pour toi et j'ai pas peur de te le montrer et je te tiens. Je te tiens pour que tu t'exprimes. C'est beau ce que tu dis, ils sent une réelle passion, quoi. Il y a un truc, ça te prend aux tripes et je trouve que c'est fort et ça inspire à trouver en chacun de nous qu'est-ce qui, encore une fois, a fait écho et qu'est-ce qu'on peut exprimer où justement on se détache du regard des autres et ça fait vibrer, on se sent bien, on est en accord avec qui on est, avec notre âme. La passion est guérison. Tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent ici et qui s'attendent justement à avoir des astuces, des guidances sur la guérison. Et en effet, il y a plein de choses qu'on peut faire à travers l'alimentation qui est une base. Mais la passion, c'est vraiment la guérison. Moi, je sais que ce qui me fait tenir aussi chaque jour, pas tenir, ce qui me fait avancer chaque jour, ce qui me donne de l'entrain chaque jour, c'est que je sais que je peux me réveiller et que j'ai une communauté à laquelle je peux partager, communiquer, véhiculer des messages. Je sais que je peux je peux aller dans la rue et danser. Je sais que je peux exprimer ma passion dans ma journée et ça me donne énormément de puissance. En fait, la passion, elle est associée au feu. Et on a besoin du feu dans la vie. On n'a pas besoin de se faire brûler par le feu. Mais on a besoin du feu dans la vie. On a besoin de ce feu pour avancer, pour être habité, pour être animé. Et la passion, on dit, d'un point de vue plus spirituel, que lorsque tu es dans ta passion, tu es dans la signature de ta fréquence d'authenticité. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, ton vrai toi, il est dans ta passion. Et la passion, quand tu y réfléchis bien, elle est déconditionnée de tout. Parce que si je te demande rationnellement de m'expliquer
pourquoi est-ce que t'aimes être en interview et avec des gens, et pourquoi t'aimes interviewer des profils, t'aurais pas forcément de réponse rationnelle. Tu te diras, je sais pas, ça m'est venu comme ça, et je sens que quand je le fais, je suis dans la zone, et que plus rien n'existe, et que je suis bien. Et un pianiste te dira la même chose, un danseur te dira la même chose, une maman qui est à fond dans son rôle de maman te dira la même chose. Et la passion n'est pas que un hobby secondaire. C'est là où on se trompe. C'est là où on se dit, bon, j'ai mon travail et j'ai un hobby par-ci, par-là. En fait, le truc, c'est que si tu donnes pas plus de chance à tes appels, à tes passions, à ton hobby, et tu le considères toujours que quelque chose de secondaire, finalement, tu te donnes pas la chance de vivre d'allumer ton feu intérieur. Pour moi. Chez les entrepreneurs, il y a souvent ce côté, ceux qui disent il faut suivre sa passion pour trouver son modèle de l'entrepreneuriat que l'on veut créer dans ce monde, et ceux qui disent il faut surtout pas suivre une passion, il faut suivre quelque chose de plus raisonné. Bon, ce que tu dis, toi, là, il y a un côté, il faut suivre sa passion. Tu penses que réellement, toute passion peut être un quotidien dans une vie? Ça peut être monétisable, on peut vivre de ça? Moi, je pense réellement que beaucoup de choses peuvent découler lorsqu'on suit sa passion. Après, il y a le piège pour moi du mental, et le piège de la rationalité, et le piège du contrôle, c'est de faire des choses en l'attente d'un résultat précis, qui est une dynamique très entrepreneuriale finalement, qui potentiellement marche pour plein de gens. Moi, pour mon cas, quand j'ai commencé à partager sur les réseaux de ça en 2020, donc il y a presque 5 ans, pardon, je suis allé dans une pure dynamique de fun et de passion et de jeu, sans jamais me dire j'espère qu'un jour je sortirai un livre, j'espère qu'un jour je gagnerai plus de tant d'euros par mois. Non, j'ai juste avancé, suivi, et l'univers m'a surpris de manière que mon cerveau n'aurait jamais pu imaginer. Même pas un petit peu. Mais réellement même pas un petit peu. Genre, j'aurais réellement jamais pensé dans une vie écrire un livre, par exemple. J'aurais jamais pensé faire ma propre retraite un jour. J'aurais jamais pensé que des dizaines de milliers de personnes m'écouteraient. Et donc, pour moi, en fait, c'est la passion, tu l'as fait, tu lui donnes une chance, mais de manière inconditionnelle. Et tu laisses, quelque part, l'univers et les synchronicités t'ouvrir les portes. Et après, t'y crois pas. Mais personnellement, la vie m'a montré à tellement de reprises qu'en fait, la vie et synchronicité et fréquence. Et la passion te met dans l'authenticité, la passion te met dans l'amour, la passion te met dans la confiance, la passion te met dans la joie, la passion te met dans le fun, la passion te met dans le plaisir. Donc finalement, la passion, elle te met dans des bonnes vibrations. De là, il peut se déclencher plein de trucs. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes qui vont te mettre... qui vont te permettre de nouvelles opportunités. Peut-être que, je sais pas, il peut se passer tellement de trucs. Mais je pense que on peut réellement tous gagner en suivant ne serait-ce qu'un peu plus notre passion. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est encore une fois là dans ce que tu partages, il y a cette idée d'élever sa fréquence et de toute façon, peu importe qu'on soit spirituel ou plus cartésien, c'est soit être de bonne humeur, être ouvert à la vie, soit être dans un mood un peu moody et fermé à ce qui nous arrive, aux gens qu'on rencontre. Donc effectivement, je l'expérimente aussi très facilement. Si je suis très haut énergétiquement, il se passe beaucoup plus de choses. Bien sûr. que quand je suis fermé. Et je me rends compte aussi à quel point ça peut switcher, que l'humeur peut bouger. Vendredi dernier, j'étais chez moi, je bossais sur le podcast, sur mes trucs de France 2 aussi. Il pleuvait à torrent. Et j'étais très bien chez moi. Et j'ai un pote qui me dit « Tiens, on va en boîte ce soir. » Moi, je suis pas du tout boîte, j'aime
dormir très tôt. Enfin, en tout cas, je suis plutôt dans le côté anti-inflammatoire. Ça m'empêche pas de m'amuser à certains moments, mais tu me proposes une boîte, c'est pas le truc qui m'habite, quoi. Et en même temps, j'avais une envie de voir du monde. Et je sais que j'étais dans mon canapé et je me rends compte que vouloir rester chez moi pour bien manger, pour dormir tôt, m'écrasait plus que l'envie d'ouvrir à une énergie plus haute. Et j'ai switché dans ma tête, alors que vraiment, j'avais pas envie, pas envie du tout. J'ai mis de la musique qui m'a élevé de manière énergétique. Je me suis habillé comment tu t'habillerais ce soir. Et tout d'un coup, j'ai envie de sortir. J'ai envie de rencontrer du monde. Et là, je me suis écouté. En fait, il y a eu un truc d'écoute. Ça veut pas dire qu'effectivement, la plupart du temps, je dors à 22h, je me lève à 6, je vais au sport. Mais ce soir-là, je me suis écouté et l'envie était d'aller à la rencontre de gens et de laisser voir. J'ai fait une petite méditation avant, en demandant à l'univers, mets sur ma route les personnes que j'ai besoin de rencontrer. Waouh. Tu vois ? J'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, la rigidité n'est pas la réponse. Et j'aime bien dire aussi que finalement, même la spiritualité n'a pas besoin d'être rigide. Ouais. Finalement, quelque chose de très spirituel, c'est de s'écouter, de où est notre excitation, de où est notre joie à l'instant T. Et parfois, ça peut littéralement être ce que tu as fait, ce qui est de sortir, de voir des copains, de boire quelques coups, je dirais toujours de manière modérée pour pas payer les dettes le lendemain. Mais clairement, je vais dire la vérité, c'est que je suis globalement très sain, mais je sais qu'il y a des jours dans l'année où je vais totalement lâcher les lions. Et même mes potes ont trouvé un nom, c'est plus Sofoudi, c'est Sauf on se dit. C'est assez marrant. Et il y a des moments où je lève totalement parce que je me dis, là, je sens que si j'en ressens l'appel, ces moments, je le fais. C'est pas prévu, c'est pas j'ai un événement, là, je sens que. Non. C'est comme tu dis, t'as un truc en toi, tu le sens monter. Et parfois, je suis juste à l'écoute de ça et je me dis, là, je sens que c'est un jour où j'ai envie de lâcher les lions. Et donc, let's go. Tout comme fin de l'année dernière, j'ai été très loin dans mes pratiques spirituelles et j'ai touché à des trucs très profonds. Ça veut dire quoi, aller très loin dans tes pratiques spirituelles? J'ai été très loin. J'étais dans... Alors, j'ai passé tout l'été en nature, donc j'étais déconnecté, nettoyé dans des endroits qui étaient vibratoirement très élevés, beaucoup de cascades, beaucoup de montagnes. Donc j'étais dans un espace très nettoyé, très déconnecté du téléphone, du monde moderne. Et je suis parti aussi une semaine avec une énergéticienne en voyage spirituel dans les montagnes en France, qui m'a aussi passé sa vibration, qui m'a permis d'atteindre des états mystiques, littéralement mystiques, où j'ai eu des expériences réellement métaphysiques, des expériences de dissolution, des expériences de sentir l'unité, de me perdre des 1h30 en méditation en ne sachant plus. Je pleurais, je rigolais, j'avais des sourires, enfin j'avais des fous rires. Et tout ça sans psychotrope ou ayahuasca, sans rien. Donc sans juste toi. Aucune plante. Sans aucune plante. Intéressant. Ouais. Et j'ai touché à ça et ça m'a suivi pendant plusieurs semaines où j'étais dans des états mais littéralement seconds, quoi. J'avais compris c'était quoi d'être dans des vibrations hautes où j'avais été touché par la grâce, je sentais la paix, je sentais un sentiment de présence. Je pouvais être en nature et vraiment voir la vie sous forme psychédélique, quoi. Voir des arbres et pleurer. Je me rappelle sentir sentir physiquement mes chakras. Genre sentir mes points énergétiques s'ouvrir, s'aspirer. C'était la première fois? C'était la deuxième fois, mais ça m'a suivi pendant plusieurs semaines, ce qui était assez incroyable. Et jusqu'à un moment où j'ai un peu pris peur. Et je déconnectais un peu à ce moment-là, je me suis dit, je voulais plus voir de téléphone, je voulais plus trop être présent sur les réseaux. Je déconnectais en fait avec le monde très matériel. Je perdais un peu avec
tout ce monde matériel et je voulais vraiment juste aller me percher dans des endroits et je me suis dit la vie c'est ça, c'est être illuminé et ciao quoi. Est-ce que c'est pas un piège ça? Et justement à un moment donné je me suis dit waouh, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai un caractère assez obsessionnel. Quand je veux un truc, quand j'ai un but, je suis vierge de signe astro, moi je fonce, tu vois. Dès que j'ai un objectif, j'y vais. Et donc là, je me rends compte que je vais un peu loin. Et je me dis, ok, je vais revenir dans le monde matériel. Et là, à un moment, je suis rentré plus dans une phase de déni de tout ce qui s'était passé, de toute cette phase spirituelle. Et j'ai volontairement coupé les ponts parce que j'avais eu le sentiment d'être allé un peu loin. Et après, en fait, je suis revenu à une phase d'équilibre. Et mon point, c'était qu'en fait, justement, l'expérience spirituelle, c'est aussi... elle n'est pas rigide et c'est aussi vivre la vie pour ce qu'elle est. Et ça peut très bien... Dedans, on peut mettre regarder des séries, on peut mettre boire un coup de temps en temps, on peut mettre... être super branché sur sa vie matérielle, accomplir des choses, créer des choses... Enfin, créer quelque chose, en fait, sur cette terre, parce que ça reste le but. Et de justement trouver le juste milieu entre... pour moi, ça veut dire quoi d'être spirituel, mais aussi d'avoir cette vie matérielle en fait, de trouver le juste milieu entre les deux pour pas se perdre parce que on est aussi humain et on a besoin de trouver, je trouve, de faire le pont entre ces deux mondes en fait. Je connais très bien je connais bien parce que tu expérimentes, mais ce côté de vouloir aller à l'extrême dans certains domaines pour pouvoir revenir sur un juste milieu. Ouais. Comme s'il y avait besoin de vraiment connaître, en fait, c'est quoi d'expérimenter le vide ou une forme de spiritualité ou une alimentation saine. À 30 ans, j'avais voulu perdre des kilos. J'ai perdu des kilos, j'ai perdu 8 kilos en 3 mois. J'ai eu le corps que je voulais, mais ma vie n'existait plus. Ma vie, c'était mes calories, c'était mes sorties contrôlées. Mais j'ai toujours besoin aussi, par moment, d'aller dans des extrêmes pour revenir sur comment on retrouve l'équilibre. Je t'ai fait ta numérologie, tu sais? Ah, j'adore. Ouais. Je suis curieux. Je fais souvent ça avec mes invités, j'aime bien. Numérologie, encore une fois, une séance de numérologie, ça dure 2 heures, tu vois. Donc là, c'est juste, on a ce qu'on va appeler un triangle fondamental. Ce sont des besoins essentiels à nourrir pour se sentir aligné. On est vraiment sur, comme ça se prononce, un triangle fondamental. Après, il y a beaucoup plus de choses. Mais dans ton triangle fondamental, tu as 2 nombres, en tout cas, qui sont importants. Dans ton objectif de vie, on va être un peu dans le moteur, la colonne vertébrale, c'est cette direction vers laquelle tu vas. Tu as du 9. Et le 9, c'est l'hypersensibilité au service de l'humain, du collectif, d'une passion, d'un art, de l'universel. Il est tolérant, dévoué, ouvert. Il aime l'international, il aime être engagé, il aime découvrir le monde, briller, être reconnu, travailler pour un collectif ou devant un public. Est-ce que ça te parle? Waouh. Tous les mots me parlent. Ouais. Tous les mots me parlent. Tous les mots me parlent et j'ai le sentiment que c'est là où je suis actuellement. Finalement, je voyage, je partage, je suis quelqu'un de passionné. La passion m'aide à être au service du collectif. Ouais. Je pense que tu touches aussi à une forme d'hypersensibilité, en tout cas une sensibilité de choses de la vie, de ton corps, de l'écoute. J'ai eu du mal à m'en rendre compte Je pense que j'ai commencé à comprendre ça il y a peut-être 2-3 ans, que j'avais une certaine forme de sensibilité. C'est quelque chose que j'avais, je pense, juste bloqué. De par l'éducation et une société où la sensibilité n'a pas trop sa place et faut être rationnel, contrôler, avancer, pas pleurer, pas trop montrer ses émotions. Donc je pense que ça peut être un beau cadeau de réussir à transformer justement cette sensibilité. Sachant que l'aspect négatif du 9, ça va être trop d'émotivité, justement, ça peut être ce côté-là, être dans la lune, perdu dans son imaginaire, se sentir exploité, sacrifié. Et tu peux même avoir dans le 9, non pas que je pense que ça te parle, mais ça peut être un côté aussi fermé à l'autre, voire raciste. Puisque justement, le 9 est ouvert au monde, mais si du coup il est dans l'aspect contrarié, il peut être contre tout ça, ou avoir un cœur de pierre. Justement, cette hypersensibilité, du coup, il n'y a rien.
Soit il est dans l'extrême d'une hyper-émotivité qu'il n'arrive pas à gérer, soit justement son cœur est totalement fermé. Ok. Donc c'est aussi l'aspect contrarié, mais toi tu sembles assez bien aligné, en tout cas dans ton 9 actuel. Ça. Et tu as du 4, et ton 4, c'est ce qu'on pourrait dire en numérologie le chemin de vie. Alors, ça, je te dis le 4, tu vas me dire ce que tu en penses. Le 4, il est travailleur, organisé, rigoureux, structuré, courageux, il a un besoin de sécurité, il aime apporter des méthodes, construire et contrôler. Il y a du vrai. Il y a clairement du vrai. Moi, je mettais le côté organisé, structuré, contrôlé sur le Vierge en astrologie, qui est mon signe solaire. Il y en a. Et en fait, il y a des choses que j'ai aussi appris avec les expériences. En fait, pour moi, les capacités, je les vois comme, tu vois, le volume plus et le volume moins. J'ai appris à, par exemple, contrôler moins à certains moments. Ouais. Être un peu moins dans le contrôle, être un peu moins dans la rigueur. À réussir à lâcher prise. Tu vois ? Ouais. Donc le 4, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un travailleur. En fait, l'archétype du 4, c'est le côté travailleur. Il aime apporter des méthodes, il aime que ce soit carré, il aime que ce soit organisé. Le côté contrôle, c'est pas dans l'aspect négatif, c'est plus un côté contrôle, c'est-à-dire qu'il sait diriger sa vie quelque part. Un 4 avec du 9, c'est à quel point le 9, c'est cette ouverture au monde, à sa sensibilité, au fait d'être vraiment connecté à soi et aux autres. Et le 4 ramène beaucoup à un côté ancrage, tu vois. Et quelque part, je sais pas, mais si tu fais un livre, ton livre, il est assez carré. Ouais, bien sûr. Tu vois, il y a un truc quand même où tu apportes des méthodes aussi, tu as des formations où tu apportes justement comment arrêter le sucre, etc. Il y a des méthodes où tu dois être organisé. En fait, ton 9, il te permet de créer, mais ton 4, il structure. Exactement. Parce que justement, être perché dans la montagne, ça va 2 minutes. Mais... Exactement. Et c'est là où j'essaye de trouver le... Il y a un joli équilibre à trouver dans la créativité où en effet le côté sur la lune, moi parfois je sens que ma tête elle va loin, elle va chercher des trucs, j'ai un imaginaire qui vraiment débite, et essayer de ramener ça dans de la structure et de la méthode, et je pense que c'est ce que je fais à travers les livres, et pareil la manière dont je partage mes messages, parce que encore une fois il y a plein de gens qui parlent de nutrition. Mais je pense que j'ai trouvé un moyen d'en parler de manière... Enfin, de santé, en fait. Je parle pas de nutrition, je parle de santé. Mais je pense que j'ai réussi à ramener des messages simples, structurés, qui font que c'est facile à digérer, en fait. Ouais. Donc, c'est intéressant. Allier le 9 et le 4. Ouais, sachant que, encore une fois, c'est un triangle fondamental. Là, on n'en a que 2. Donc, il y aurait un autre nombre qui amènerait une autre nouvelle facette. Et c'est vraiment comment... harmoniser ces 3 nombres, et après, quand je fais des séances, c'est aller voir quel nombre est habité, lequel ne l'est pas, à quel point tu es dans le négatif ou dans le le positif. Moi, là, je fais un petit éclairage, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Mais moi, ce qui m'a semblé par contre intéressant, c'est que dans ton année personnelle, on a des années en numérologie, et chaque année est différente. On est en 2025 cette année, et donc par rapport à ta date de naissance... C'est le 9 ? Non. Tu es en année 9. 2025, c'est le 9. Ouais, et 2025, c'est le 9. Okay. Mais toi, tu es en année 9, tu es dans une énergie 9, sous un 2025 qui est une énergie 9, et tu as un objectif d'année 9. 9. Le 9, c'est quoi ? Enfin, en tout cas, pour toi, ça correspond à quoi ? Je fais le bilan, je mets fin à une situation, je finalise un long travail pour préparer un nouveau cycle de 9 ans sur de nouvelles bases, pour obtenir une belle reconnaissance ou pour m'engager au niveau collectif. Sinon, risque de fatigue, risque de subir la fin d'une mission ou d'une relation. Et le voyage est aussi favorisé et conseillé. T'as l'impression d'être sur la fin d'un cycle ? T'as l'impression que peut-être 2025, on va fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau ? Ouais. Pourquoi ? J'étais en retraite là au début de l'année, début janvier, du 2 au 7. Ouais. J'étais dans une retraite où il y avait pas mal de... C'était une retraite où on avait des demi-journées de silence qui invitait à l'introspection. Et donc... je suis parti regarder un petit peu à l'intérieur ce qui se passait, et je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me servait et qu'est-ce qui ne me sert plus. Ouais. Et
après, encore une fois, 5 ans sur les réseaux, à beaucoup partagé, à être beaucoup dans le virtuel, à avoir aussi beaucoup voyagé. Je me rends compte aujourd'hui, même si j'adore les réseaux, j'adore Instagram, j'adore la créativité que ça peut offrir en tant que créateur, je me rends compte de plus en plus la limite du virtuel, où même si on peut impacter énormément, on n'a pas ce contact physique. Ouais. Et donc, je me fatigue un peu. Et en tant que créateur, ça demande aussi beaucoup de ressources, de créer du contenu. Et en effet, on a cette forme de récompense à travers les likes, les commentaires, les followers. Maintenant, je gagne ma vie aussi grâce au réseau. Donc, j'ai cette récompense. Mais aujourd'hui, mon âme, elle veut aller dans du physique. Elle veut aller dans de la rencontre. Elle veut aller dans de l'humain. Elle veut littéralement connecter physiquement avec des gens. J'ai envie de partager mon énergie, j'ai envie de partager mes passions, j'ai envie de partager mes messages de manière physique. Donc, ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, du coup, tu es dans une année qui demande un peu de faire un bilan de tout ça. Exactement. Pour voir qu'est-ce que tu as envie de créer dans le futur. Exactement. Une année neuve, sur une année universelle neuve, sur un objectif de vie neuf, en termes d'énergie, on est vraiment sur le bilan. Wow. Avec de la reconnaissance, selon ce que tu as semé, mais il y a ce côté, on va à la cave, on va trier les cartons, on voit ce qui ne sert plus. Ouais. Et potentiellement, on repeint un peu la chambre, on refait la cuisine, la salle de bain, le carrelage, ça va plus. On fait le bilan, on nettoie, on range pour repartir sur une nouvelle énergie. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Challenger et remettre en question de nombreuses croyances populaires. Ok. Je suis sorti des traitements médicaux quand un docteur vient me voir avec sa blouse pour me proposer un équivalent de la chimiothérapie en me disant que c'est urgent là que je fasse ce traitement. Et j'ai trouvé la force pour me dire je ne t'écouterai pas parce que je ne crois pas à ton paradigme et je crois sincèrement que je peux trouver à travers la santé naturelle et d'autres formes de médecine des solutions. Ça. Juste par rapport à ça, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi des limites ? Que justement tout ne peut pas être réglé par ça. Je te dis ça parce que j'avoue que c'est un sujet là qui à France 2 on a fait une émission sur les dérives de la médecine non traditionnelle et on a eu un naturopathe, on a eu une personne qui est venue sur le plateau témoigner qu'un naturopathe avait dit à son mari qui était atteint d'un cancer de boire que des jus. Bon, il a bu que des jus du coup et il est mort et du coup je te dis ça à quel point il y a des limites. En fait, même la question que j'ai envie de te poser, c'est où sont les limites ? Comment on arrive à savoir quand faut-il écouter un médecin ou quand faut-il à un moment donné aussi peut-être faire la médecine non traditionnelle ? Et est-ce que, encore une fois, c'est pas une question d'harmonie et d'être sur les deux ? Absolument. Il y a des limites. La médecine moderne apporte absolument, plein de choses vraiment géniales. Moi, il y a des moments où j'associais les deux. Donc, j'allais chercher... je prenais ce qu'il fallait côté médecine moderne et je faisais tout ce qu'il fallait côté santé naturelle. J'ai fait les deux pendant un moment et à un moment quand j'ai su que je pouvais lâcher la médecine moderne, je l'ai senti en moi. Je me suis dit ok, maintenant que j'ai construit assez de choses dans mes habitudes, que j'ai senti que mon corps en était capable, c'est là que j'ai fait la transition. Mais oui, mon message n'est pas n'écoutez pas ce que vous disent les médecins, n'écoutez pas ce que fait la médecine moderne. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas, en cas de maladie chronique ou de maladie auto-immune, il n'y a pas un seul médecin. Il y a quand même des exceptions. Il y a très très peu de médecins qui va vous dire, tu sais, tu peux t'orienter vers cette alimentation, tu sais, tu as la supplémentation en vitamine D qui a énormément fait ses preuves en cas de maladie auto-immune. Non, ça, tu es obligé d'aller chercher. Donc, mon point, c'est plus ne pas remettre tout le crédit de sa santé à 100%
dans les mains de la médecine moderne. C'est dire, ok, la médecine moderne me propose ça, pourquoi pas, mais je vais quand même regarder ce que je peux faire de mon côté. C'est encore une fois, on reste le PDG en fait, de son corps, de sa santé. Et donc ce que tu dis, c'est que ce que tu as osé de plus grand, quelque part, c'est t'écouter davantage pour savoir ce qui était bon pour toi, et changer, comme tu dis, de paradigme total de qu'est-ce qui est censé être juste ou pas, mais qu'est-ce que toi tu ramènes à ta justesse personnelle. Ouais, de m'écouter davantage dans plein de choses de la vie, dans le sens où j'ai 31 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je continue de voyager, je vis une vie encore sous les synchronicités, et une vie qui n'est pas forcément cadrée ni structurée. J'ai quand même de la structure dans le sens où j'ai des points clés dans l'année. Je vis d'une manière assez différente, où parfois je sais que je suis un peu à contresens de plein de gens, mais en tout cas je suis dans ma vérité et je sens qu'il n'y a pas d'autre chemin pour moi en fait. Et j'ai osé être moi en fait, c'est ça. J'ai osé être moi plutôt que chercher à prendre un chemin qui a déjà été pris. Et qui te convenait pas. Et qui ne me convenait pas. Et c'est des choses que j'ai faites dans ma vie. Et que je cherche à faire de moins en moins. Après, il y a parfois des choses qui ont été faites qui me plaisent. Tu vois, genre l'idée de la famille, l'idée d'une famille soudée, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien. Et j'aimerais un jour. Pour autant, c'est quelque chose que je préférerais, ce qui fait que je suis OK avec ce qu'il y a maintenant. Et j'ai sûrement d'autres choses à apprendre avant. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Honnêtement, c'était un plaisir, et je trouve que la façon dont on peut résumer, parce que finalement, on a parlé de l'alimentation, mais on a parlé du fait de s'écouter, d'expérimenter, d'être en mouvement, d'essayer. Et de pas rester bloqué en fait, c'est de sortir des cases. Je serais curieux de faire ton triangle fondamental entier, parce que je me demande s'il n'y a pas un 5 qui se balade là-dedans, tu vois, qui est justement un peu aller sur des nouveaux chemins, et ça te représenterait bien. Je serais curieux de voir ça. Mais en tout cas, c'est le message, je trouve, que tu portes, et on peut retrouver ma routine anti-inflammatoire, je le montre à la caméra, et de toute façon, il y a également dans la description les liens pour aller te retrouver. SoFoodie sur Instagram, évidemment. Le site Vibes. Aussi ton site internet. Il y a mon site internet, il y a un deuxième livre qui sort le 5 mars, qui sera sur les super pouvoirs anti-inflammatoires, ou encore un livre très simple, très illustré, avec 50 gestes qu'on peut intégrer dans son quotidien, tout simplement. Oui, parce que c'est vrai que là-dessus, on l'a vraiment parcouru, mais de manière assez superficielle, de tous les sujets, mais tu vas dans le détail. Comme je dis, c'est un livre qui est ludique. Enfin, c'est tout con, mais il y a plein d'images, mais parce que je trouve que la nutrition, il n'y a rien de pire que d'avoir du texte et on comprend rien. Non, en fait, c'est visuel, c'est coloré, c'est vivant. Il y a plein de recettes moi qui suis sur ce nouveau parcours de m'alimenter autrement, qui m'inspire, et je t'en donnerai des nouvelles. Bon, on est avec toi. Je te remercie en tout cas. Un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que Sofiane a pu t'inspirer à cuisiner davantage, à avoir une alimentation plus consciente et avoir une vie plus consciente en règle générale. Moi, en tout cas, ça a été vraiment ce petit pic de rappel là. Ça m'a fait du bien, en tout cas, de lui parler pour être sur mon chemin d'une meilleure alimentation. En tout cas, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Ton aide est absolument précieuse. C'est ton soutien que tu peux apporter à ce podcast. Si il te plaît, s'il t'accompagne au quotidien, et tu peux laisser 5 étoiles, un petit commentaire, et même sur YouTube, tu peux aussi mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire. Je te dis à très bientôt. Salut.